Dans les archives poussiéreuses du comté de Beaufort, en Caroline du Sud, repose un document que personne ne devrait jamais lire. Un inventaire daté de 1831 qui révèle ce qu'une famille respectable a fait pendant 40 années. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. Ce sont des faits consignés dans des registres officiels. Des faits que des hommes puissants ont tout fait pour ensevelir. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces histoires enfouies. L'été de 1789 s'annonçait particulièrement étouffant dans les basses terres de Caroline du Sud. La chaleur montait des marécages comme une haleine fiévreuse, transformant l'air en une substance presque palpable. C'était l'année où George Washington prêtait serment comme premier président des États-Unis nouvellement formé, mais dans ces contrées reculées du Sud, les préoccupations demeuraient ancrées dans des réalités bien plus immédiates. Le coton, la terre, et ce que les hommes blancs appelaient avec une froideur administrative leur propriété humaine. La plantation Belmont s'étendait sur près de 800 hectares le long de la rivière Combahee, ses champs de coton ondulant comme une mer blanche sous le soleil impitoyable. La demeure principale, une imposante construction de style géorgien avec ses colonnes blanches et son double porche, dominait le paysage tel un monument à la prospérité sudiste. Edmund Harrington l'avait fait bâtir en 1783, 2 ans après avoir épousé Margaret Pemberton, fille d'un riche marchand de Charleston. Edmund Harrington était ce que la société locale appelait un gentleman planteur. À 32 ans, en cette année 1789, il possédait non seulement Belmont, mais également des parts dans 2 navires marchands et une maison de ville à Charleston. Son père, décédé l'année précédente, lui avait légué cette fortune bâtie sur 3 générations de culture du riz, puis du coton. Edmund était connu pour sa piété ostentatoire. Chaque dimanche, il conduisait sa famille à l'église presbytérienne de Sheldon, où il occupait un banc d'honneur au premier rang. Il avait financé la construction du nouveau clocher. Son nom figurait sur toutes les listes de bienfaisance locale. Margaret Harrington, son épouse, incarnait l'idéal de la maîtresse de plantation sudiste. Mince, le visage pâle encadré de boucles châtain clair toujours parfaitement arrangées, elle supervisait la maisonnée avec une efficacité redoutée. Les domestiques blancs qui servaient dans la grande demeure parlaient à voix basse de son regard scrutateur, de sa capacité à déceler la moindre imperfection dans le service, le moindre grain de poussière sur un meuble. Elle tenait des registres méticuleux de tout ce qui concernait la gestion domestique, notant chaque dépense, chaque événement, avec une précision qui frisait l'obsession. Le couple avait 3 fils. Edmund Jr., né en 1784, un garçon robuste aux cheveux blonds qui ressemblait trait pour trait à son père. Thomas, né en 1786, plus mince et studieux avec les yeux verts perçants de sa mère. Et William, le plus jeune, né en 1788, encore un nourrisson en cette année 1789. Mais ce n'étaient pas les membres blancs de la famille qui constituaient la véritable population de Belmont. Dans les quartiers des esclaves, une série de cabanes en bois grossièrement équarries s'alignaient derrière les champs, abritant les 87 personnes que Edmund Harrington inscrivait dans ses livres de comptes comme « inventaire humain ». Des hommes, des femmes, des enfants. Certains nés sur la plantation, d'autres achetés lors de ventes aux enchères à Charleston ou Savannah. La société de Caroline du Sud en cette fin de XVIIIe siècle fonctionnait selon des codes rigides. L'esclavage n'était pas seulement une institution économique, c'était le fondement même de l'ordre social. Les lois, rédigées par et pour les propriétaires blancs, ne laissaient aucune ambiguïté. Une personne esclavisée n'avait aucun droit légal. Elle ne pouvait témoigner contre un blanc. Elle ne pouvait posséder de biens. Elle ne pouvait apprendre à lire ou à écrire. Elle était, aux yeux de la loi, un bien meuble comme un cheval ou une charrue. Cette déshumanisation légale créait un espace où l'impensable devenait possible, où des hommes qui se prétendaient chrétiens, qui citaient les Écritures le dimanche,
pouvaient commettre des actes d'une cruauté systématique sans que leur conscience ne soit troublée, car la loi elle-même leur donnait raison. La société elle-même approuvait. L'Église elle-même se taisait. Edmund Harrington comprenait parfaitement les mécanismes de ce système. Il avait été élevé dans cette réalité, avait vu son père gérer la plantation avec une efficacité impitoyable. Mais Edmund possédait quelque chose que son père n'avait pas eu, une vision, une compréhension des principes économiques qui commençaient à transformer l'agriculture sudiste. Il avait lu des traités sur l'élevage sélectif du bétail. Il avait entendu parler des expériences menées par des planteurs de Virginie pour améliorer leur stock de personnes esclavisées. Et c'est ainsi qu'en cette chaude nuit d'août 1789, Edmund Harrington prit une décision qui allait transformer Belmont en théâtre d'une horreur méthodique. Une décision dont les conséquences se répercuteraient pendant 4 décennies, jusqu'à ce qu'un homme découvre par accident ce qui s'était vraiment passé derrière les colonnes blanches de la grande demeure. Le registre paroissial de l'église presbytérienne de Sheldon pour l'année 1789 mentionne que Edmund Harrington fit un don exceptionnel de $50 pour l'achat de nouvelles Bibles. Le pasteur, dans son sermon du 15 août, loua publiquement la générosité de ce fidèle pilier de la communauté. Personne ne pouvait imaginer ce que cet homme pieux avait déjà commencé à mettre en œuvre dans l'intimité de sa plantation. La première indication que quelque chose d'inhabituel se passait à Belmont apparut dans les registres de naissance que Edmund tenait pour sa propriété. Ces registres, que la loi de Caroline du Sud obligeait les planteurs à maintenir pour des raisons fiscales et d'héritage, listaient chaque naissance survenant parmi les personnes esclavisées. Nom de la mère, date de naissance de l'enfant, sexe. Le père n'était jamais mentionné car légalement, cela n'avait aucune importance. Les enfants suivaient automatiquement la condition de leur mère. En 1790, 3 bébés naquirent dans les quartiers des esclaves de Belmont. Rien d'inhabituel en soi, mais ces 3 naissances présentaient une particularité que personne, à l'époque, ne remarqua. Les 3 mères étaient âgées entre 16 et 19 ans. Les 3 avaient été délibérément séparés de leurs familles respectives et logés dans une cabane spécifique, plus proche de la grande demeure que les autres. Et les 3 accouchèrent à des dates espacées d'exactement 3 mois. Sarah, une jeune femme de 17 ans qui travaillait aux cuisines, fut la première. Son fils naquit en mars 1790. Les autres femmes qui l'assistèrent lors de l'accouchement remarquèrent quelque chose d'étrange dans les traits du nourrisson, mais n'osèrent rien dire. Dans un système où le silence était la seule forme de protection, où un mot de trop pouvait valoir le fouet, ou pire, on apprenait vite à garder ses observations pour soi. 3 mois plus tard, ce fut Rachel, 19 ans, qui donna naissance à une fille. Puis en septembre, Dina, 16 ans, accoucha d'un garçon. À chaque fois, Margaret Harrington en personne venait inspecter le nouveau-né dans les heures suivant la naissance. Elle prenait des notes dans un petit carnet relié de cuir noir qu'elle gardait toujours avec elle. Les sages-femmes esclaves qui assistaient aux accouchements échangeaient des regards lourds de sens. Mais personne ne parlait. Ce schéma se répéta année après année. Toujours 3 à 4 jeunes femmes sélectionnées, toujours logées dans la même cabane isolée. Toujours des grossesses survenant avec une régularité troublante. Et toujours, Margaret notant méticuleusement chaque détail dans son carnet. Mais ce n'était là que la surface visible d'une réalité bien plus glaçante. Car ce qui se passait réellement à Belmont dépassait de loin ce que les simples registres de naissance pouvaient révéler. Joshua, un homme de 45 ans qui supervisait les travaux des champs, commença à remarquer un changement dans le comportement du maître et de ses fils vers 1800. Edmund Jr. avait alors 16 ans, l'âge où les jeunes hommes blancs de la Plantation Society commençaient leur initiation aux réalités de la gestion d'une propriété esclavagiste. Ce que Joshua observa le glaça d'effroi. Certaines nuits, il voyait des silhouettes se déplacer entre la grande demeure et la cabane isolée. Parfois, Edmund lui-même. Parfois son fils aîné. Et toujours, le lendemain matin,
Les jeunes femmes de cette cabane avaient un regard éteint, une démarche raide, et gardaient un silence encore plus profond que d'habitude. Joshua n'était pas stupide. Il comprenait ce que cela signifiait. Le viol des femmes esclavisées par leurs propriétaires était une réalité omniprésente dans le Sud esclavagiste. Ce n'était même pas considéré comme un crime, puisque légalement, ces femmes n'avaient pas le droit de refuser. Mais ce qui se passait à Belmont semblait différent, plus systématique, plus délibéré, comme si cela faisait partie d'un plan précis. Un soir de novembre 1802, Joshua entendit une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. Il réparait une section de clôture près de la véranda de la grande demeure quand les voix d'Edmund et de Margaret lui parvinrent par une fenêtre entr'ouverte. Le couple pensait être seul. « Les résultats sont encourageants », disait Margaret de sa voix posée et froide. « Les 3 derniers spécimens montrent exactement les caractéristiques que nous recherchions. Une constitution robuste, une peau plus claire qui facilitera les ventes futures et apparemment une intelligence supérieure à la moyenne de notre stock actuel. »« Excellent, » répondit Edmund. « As-tu consigné toutes les données dans le registre privé ?»« Naturellement, chaque détail. Les dates de conception, les résultats physiques, les observations comportementales. J'ai également noté quelles combinaisons donnent les meilleurs résultats. Il devient clair que la sélection initiale des mères est cruciale. » Et les garçons, Edmund Jr. et Thomas comprennent-ils l'importance de leur participation? Edmund Jr. a parfaitement assimilé nos objectifs. Thomas est encore jeune, mais il apprendra. Dans quelques années, William sera également en âge de contribuer à notre entreprise. Joshua s'était éloigné silencieusement, le cœur battant, la nausée montant dans sa gorge. Ce qu'il venait d'entendre dépassait l'horreur ordinaire de l'esclavage. Ce n'était pas simplement de la violence ou de l'exploitation opportuniste. C'était quelque chose de méthodique, de planifié, de froid comme un calcul commercial. Les Harrington traitaient les êtres humains sous leur contrôle comme des animaux d'élevage, menant une expérience délibérée de reproduction sélective impliquant le père, la mère et leur fils. Cette nuit-là, Joshua parla à voix basse avec Esther, une femme âgée qui avait été amenée à Belmont 40 ans auparavant et qui était devenue une figure maternelle pour beaucoup. Elle l'écouta en silence, puis posa une main tremblante sur son bras. « Je sais, » murmura-t-elle. « Nous savons toutes. Les femmes parlent, même quand les mots sont interdits. Mais que pouvons-nous faire, Joshua? Si nous parlons aux autorités, nous serons fouettés pour avoir osé accuser des Blancs. Si nous nous rebellons, nous serons pendus. Notre seule protection est le silence et la prière que Dieu, un jour, voit ce qui se passe ici et juge ces démons en habits de chrétiens. » Les années passèrent. Les naissances continuèrent avec leur régularité inquiétante. En 1810, plus de 35 enfants étaient nés de ce programme systématique. Certains mouraient en bas âge, comme c'était fréquent à l'époque. Mais beaucoup survivaient, grandissaient dans les quartiers des esclaves, portant dans leurs traits les preuves vivantes de ce qui leur avait été fait. Car c'était là le détail le plus révélateur et le plus insupportable. Ces enfants ne ressemblaient pas aux autres. Leurs cheveux étaient souvent plus clairs, ondulés plutôt que crépus. Leurs yeux présentaient des nuances de vert ou de noisette plutôt que le brun foncé dominant. Leur peau, génération après génération, devenait progressivement plus claire. Et tous, sans exception, portaient dans la structure de leur visage une ressemblance troublante avec Edmund Harrington ou ses fils. Les visiteurs occasionnels qui venaient à Belmont remarquaient parfois cette particularité, mais un regard sévère de Margaret ou un commentaire diplomatique d'Edmund suffisait à clore toute discussion. Dans la société sudiste, certaines réalités étaient tacitement acceptées, mais jamais ouvertement mentionnées. Le viol systématique des femmes esclavisées faisait partie de ces réalités honteuses que chacun connaissait, mais que personne n'évoquait en public. Pourtant, ce qui se passait à Belmont allait bien au-delà de cette violence endémique.
car il ne s'agissait pas d'actes impulsifs ou opportunistes, mais d'une entreprise familiale délibérée, planifiée et documentée avec une précision bureaucratique glaçante. En 1815, la plantation Belmont était devenue l'une des plus prospères du comté de Beaufort. Edmund Harrington, alors âgé de 58 ans, jouissait d'une réputation enviable. Ses récoltes de coton dépassaient régulièrement celles de ses voisins. Mais surtout, sa main-d'œuvre était réputée pour sa qualité exceptionnelle. Lorsque Edmund vendait des personnes esclavisées, ce qui arrivait occasionnellement quand le nombre dépassait ses besoins immédiats, il obtenait des prix nettement supérieurs à la moyenne du marché. Les acheteurs de Charleston et Savannah appréciaient particulièrement les jeunes adultes issus de Belmont. Du stock Harrington, disait-il avec satisfaction. Des esclaves robustes, en bonne santé, souvent dotés d'une apparence qui les rendait plus présentables pour le service domestique dans les grandes demeures urbaines. Personne ne questionnait trop précisément d'où venaient ces qualités. Dans un système fondé sur la déshumanisation totale, qui se souciait des détails. Edmund Jr., désormais âgé de 31 ans, gérait une section importante de la plantation. Il avait épousé en 1807 Elizabeth Caldwell, fille d'un planteur voisin, et le couple avait 4 enfants. 4. Thomas, 29 ans, s'était marié l'année précédente et supervisait une autre portion des terres. Quant à William, le plus jeune à 27 ans, il vivait encore dans la grande demeure avec ses parents, célibataires et entièrement dévoués à l'entreprise familiale. Ce que les épouses d'Edmund Jr. et Thomas savaient exactement de la véritable nature des opérations de Belmont demeure une question troublante. Les archives suggèrent qu'elles maintenaient une ignorance délibérée, préférant ne pas voir ce qui se passait dans les cabanes isolées. Ou peut-être, comme Margaret avant elle, avaient-elles été progressivement initiées à cette réalité et l'avaient-elle acceptée comme une nécessité économique. La complicité féminine dans les horreurs de l'esclavage est un aspect souvent occulté, mais indéniable de cette période. En 1818, un événement faillit mettre en lumière ce qui se passait à Belmont. Reverend Jonathan Pembroke, un jeune pasteur méthodiste itinérant avec des sympathies abolitionnistes timides, fut invité à dîner à la plantation. Pendant son séjour de 2 jours, il remarqua les traits inhabituellement clairs de nombreux enfants dans les quartiers des esclaves. Plus troublant encore, il crut déceler une ressemblance familiale distincte entre ses enfants et les fils Harrington. Le 3e soir, après le souper, Pembroke tenta d'aborder le sujet avec Edmund de manière détournée, suggérant qu'il avait observé des similitudes physionomiques intéressantes parmi la population esclavisée. Le visage d'Edmund se durcit immédiatement. Margaret, présente dans le salon, posa sa broderie et fixa le jeune pasteur avec un regard d'une froideur glaciale. « Révérend Pembroke, » dit Edmund d'une voix lente et mesurée, « je crains que le climat de notre région n'affecte votre jugement. Les observations que vous croyez avoir faites sont le produit d'une imagination enfiévrée. Je vous suggère de ne pas répéter de telles insinuations qui pourraient être considérées comme diffamatoires envers ma famille. » Le lendemain matin, Pembroke quitta Belmont avec une escorte de 3 hommes armés qui l'accompagnèrent jusqu'aux limites du comté. Il ne revint jamais. Ses supérieurs hiérarchiques dans l'église méthodiste reçurent quelques semaines plus tard une lettre de Edmund Harrington exprimant sa préoccupation quant à la stabilité mentale du jeune pasteur et suggérant qu'il soit muté dans une région plus salubre pour sa santé. Pembroke fut effectivement envoyé dans l'Ohio, loin du sud esclavagiste. Les années passèrent dans une routine sinistre. Les grossesses continuaient selon le schéma établi. Margaret tenait méticuleusement ses registres privés que personne d'autre que Edmund et leur fils n'était autorisé à consulter. La façade de respectabilité chrétienne demeurait impeccable. Les Harrington finançaient régulièrement l'Église, participaient aux œuvres de charité locales et maintenaient leur position de leader de la communauté. Mais dans les quartiers des esclaves, une mémoire collective se construisait. Les femmes transmettaient à leurs filles des avertissements murmurés. Elles leur apprenaient à éviter à tout prix d'attirer l'attention du maître ou de ses fils.
Elle leur enseignait que certaines cabanes étaient des lieux maudits où des choses terribles se produisaient. Et elle leur disait de se taire, toujours se taire, car la parole était un luxe que les personnes esclavisées ne pouvaient se permettre. Joshua, qui avait maintenant 70 ans, avait vu 40 années de cette horreur méthodique. Il avait vu des générations d'enfants naître, portant dans leur visage la preuve vivante de ce que leur famille subissait. Il avait vu des jeunes femmes perdre la lumière dans leurs yeux après avoir été sélectionnées pour la cabane isolée. Il avait vu le système parfaitement organisé par lequel les Harrington transformaient des êtres humains en instruments de profit. En 1823, Joshua tomba malade. Sachant qu'il allait mourir, il fit venir près de lui Nathan, un jeune homme de 25 ans, qui était l'un des rares esclaves de Belmont, sachant lire et écrire, compétences acquises secrètement, malgré les lois l'interdisant. « Nathan, » murmura Joshua d'une voix faible, « je vais te dire quelque chose que tu dois retenir et transmettre. Un jour, peut-être pas de notre vivant, mais un jour, la vérité sur cet endroit devra être connue. Souviens-toi de tout ce que je vais te raconter. Souviens-toi des noms, des dates, des détails. Et si jamais l'occasion se présente, témoigne. Témoigne de ce qui s'est passé ici pendant toutes ces années. » Nathan écouta pendant des heures. Le vieil homme lui racontait tout ce qu'il avait vu depuis 1789. Les conversations entendues, les schémas observés, les vérités que personne n'osait prononcer à voix haute. Nathan grava chaque mot dans sa mémoire, sachant qu'il devenait le gardien d'une histoire qui ne devait pas être oubliée. Joshua mourut 3 jours plus tard. Edmund Harrington nota dans son registre « Perte d'inventaire ». Joshua, mâle, âge estimé 70 ans, cause naturelle. Aucune autre mention. 40 années de témoignages silencieux réduites à une ligne dans un livre de comptes. L'année 1830 débuta avec une sécheresse inhabituellement sévère. Les champs de coton souffraient et avec eux les revenus de Belmont. Edmund Harrington, maintenant âgé de 73 ans, sentait le poids des années. Sa santé déclinait progressivement. Les tremblements dans ses mains rendaient difficile la tenue de ses registres, tâche qu'il déléguait de plus en plus à William, son fils cadet. Margaret, 68 ans, demeurait étonnamment alerte. Son esprit restait vif, sa mémoire intacte, et son contrôle sur les affaires domestiques de la plantation aussi rigoureux qu'il l'avait toujours été. C'était elle qui continuait à superviser directement la sélection des jeunes femmes. Elle qui notait méticuleusement chaque nouvelle naissance dans son carnet relié de cuir noir, désormais accompagné de plusieurs volumes supplémentaires contenant 40 années de données. En mai 1830, Edmund tomba gravement malade. Une fièvre intense le cloua au lit pendant des semaines. Les médecins de Charleston furent appelés, mais leur traitement de saignée et de purge ne firent qu'affaiblir davantage le vieil homme. En juillet, il était clair qu'Edmund Harrington ne survivrait pas à l'été. C'est à ce moment que Margaret prit une décision qui témoignait soit d'une arrogance extraordinaire, soit d'une foi inébranlable dans l'impunité que leur position sociale leur garantissait. Elle décida de consolider tous les registres privés de la famille en un document unique qui serait conservé avec le testament d'Edmund. « Notre travail ne doit pas être perdu », expliqua-t-elle à ses fils lors d'une réunion familiale tenue dans la chambre du patriarche mourant. Ce que nous avons accompli ici, sur 4 décennies, représente une expérience d'une valeur inestimable. Ces registres doivent être préservés, organisés et transmis. C'est notre héritage, notre contribution à la science de la gestion agricole. La science de la gestion agricole. Les mots sortaient de sa bouche avec une froideur clinique, comme si elle parlait de l'élevage des chevaux ou de l'amélioration des semences de coton, comme si les êtres humains, dont elle documentait méticuleusement les viols, les grossesses forcées, les lignées génétiques, n'étaient que du bétail dans une expérience d'élevage. Edmund Jr. exprima quelques réserves, pas sur la moralité de leurs actes, bien sûr, mais sur le risque de découverte.
Mère, si ces documents tombent entre de mauvaises mains, s'ils sont lus par quelqu'un qui ne comprend pas notre vision, qui les lirait? L'interrompit Margaret avec un sourire froid. Un notaire qui doit sa carrière à notre famille. Des juges qui sont nos amis et nos pères. Des autorités qui profitent elles-mêmes du même système. Nous sommes protégés par la structure même de notre société, mon fils. Personne n'osera nous questionner. Thomas acquiesça silencieusement, mais William semblait mal à l'aise. Peut-être le plus jeune des fils avait-il conservé une once de conscience que ses frères avaient depuis longtemps étouffée. Ou peut-être comprenait-il simplement mieux que sa mère que les temps changeaient, que les murmures abolitionnistes du Nord devenaient de plus en plus audibles, que le système qui avait semblé éternel commençait à montrer des fissures. Edmund Harrington mourut le 12 août 1830, à 3 heures de l'après-midi, entouré de sa femme et de ses 3 fils. Le pasteur presbytérien de Sheldon vint administrer les derniers sacrements. Les funérailles furent grandioses. Toute l'élite du comté de Beaufort était présente. Les éloges funèbres décrivirent Edmund comme un pilier de la communauté, un chrétien exemplaire, un mari et père dévoué, un planteur visionnaire qui avait contribué à la prospérité de la région. Aucun des orateurs ne mentionna les plus de 150 personnes qu'il possédait comme du bétail. Aucun ne parla des dizaines d'enfants qui portèrent ses traits. Aucun ne fit référence au système méthodique de viol et de contrôle reproductif qu'il avait institué et perpétué pendant 4 décennies. Ces réalités n'existaient pas dans le discours public de la respectabilité sudiste. 2 semaines après les funérailles, conformément aux exigences légales, le testament d'Edmund Harrington fut déposé au bureau du greffier du comté de Beaufort. Maître Tobias Fletcher, notaire de 62 ans qui servait la famille Harrington depuis 30 ans, fut chargé d'établir l'inventaire complet de la succession. Fletcher était un homme méticuleux, formé dans les meilleures écoles de droit de Charleston. Sa réputation d'intégrité professionnelle était irréprochable. Mais il était également, comme tous les hommes de sa position dans le sud esclavagiste, un défenseur convaincu du système qui garantissait sa propre prospérité. Le 3 septembre 1830, Fletcher se présenta à Belmont pour commencer son travail d'inventaire. Margaret Harrington le reçut dans le bureau d'Edmund, une pièce lambrissée de chênes sombres où des générations de Harrington avaient géré leurs affaires. William était présent également en tant qu'exécuteur testamentaire désigné par son père. « Maître Fletcher », dit Margaret de sa voix posée, « vous trouverez tous les documents nécessaires dans ce coffre. Mon défunt mari était très organisé dans la tenue de ses registres. » Fletcher ouvrit le grand coffre en acajou. À l'intérieur, soigneusement empilés, se trouvaient des dizaines de registres, de carnets, de liasses de correspondance. Il commença par les documents les plus évidents. Titres de propriété, contrats commerciaux, relevés bancaires. Tout semblait en ordre parfait. Mais alors qu'il fouillait plus profondément, sa main toucha quelque chose d'inhabituel. Au fond du coffre, sous une fausse planche en bois, se trouvait une série de carnets reliés de cuir noir. 7 volumes au total, numérotés et datés de 1789 à 1830. Fletcher les sortit avec curiosité. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-il en ouvrant le premier volume. Le silence qui suivit fut lourd de tension. Margaret et William échangèrent un regard. Fletcher, absorbé par sa découverte, ne remarqua pas immédiatement leur malaise. La première page du registre était rédigée de la main soignée de Margaret. Un titre en lettres gothiques. Programme d'amélioration et de valorisation. Plantation Belmont. Initié en 1789. Fletcher fronça les sourcils et commença à lire. Les premières entrées étaient rédigées dans un langage clinique, presque scientifique. Margaret y décrivait ce qu'elle appelait l'objectif de notre entreprise. Augmenter la valeur marchande de la population esclavisée de Belmont par une sélection rigoureuse et un contrôle systématique de la reproduction. Le notaire continua à lire, page après page, son expression passant de la curiosité à la confusion, puis à l'incrédulité, et finalement à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur.
car ce qu'il découvrait dépassait même les normes brutales de l'esclavage qu'il considérait pourtant comme normal. Les registres documentaient tout. Chaque jeune femme sélectionnée, identifiée par son nom, son âge, ses caractéristiques physiques. Les dates précises où Edmund, puis ses fils, à mesure qu'ils atteignaient l'âge adulte, les visitaient. Les grossesses qui en résultaient. Les naissances. Les descriptions détaillées des enfants, notant la couleur de leur peau, de leurs cheveux, de leurs yeux. Des observations sur leur développement physique et mental. Des annotations sur lesquelles seraient regardées pour le travail de plantation et lesquelles seraient vendues pour le service domestique en ville, car leur apparence plus claire leur conférait une valeur supérieure sur le marché. Margaret avait même créé des tableaux généalogiques, des arbres reliant chaque enfant à sa mère et, de manière implicite mais indéniable, à son père biologique parmi les hommes Harrington. Elle avait noté des réussites et des échecs, évaluant le rendement de chaque combinaison comme un éleveur noterait les résultats de l'accouplement de chevaux de race. Fletcher lut pendant plus d'1 heure, incapable de détourner les yeux malgré la nausée croissante qu'il ressentait. Il découvrit que le programme n'avait pas seulement impliqué Edmund et ses 3 fils, mais que Margaret elle-même avait joué un rôle actif et directeur. C'était elle qui sélectionnait les jeunes femmes selon des critères précis. C'était elle qui établissait le calendrier. C'était elle qui supervisait chaque étape du processus avec l'efficacité froide d'une chef d'entreprise gérant une opération commerciale. Dans un passage daté de 1805, Margaret écrivait « Edmund Jr. a atteint un niveau de compréhension satisfaisant de nos objectifs. Il montre une préférence pour les sujets de constitution robuste, ce qui est conforme à notre stratégie de production de main-d'œuvre agricole de qualité. Thomas, plus jeune, manifeste encore une sensibilité inappropriée, mais l'éducation patiente que je lui prodigue devrait corriger cette faiblesse. » Plus loin, en 1812. William, à 24 ans, s'est révélé le plus efficace de mes fils dans la contribution à notre programme. Les résultats obtenus avec sa participation montrent une constance remarquable dans la qualité des spécimens produits. Les spécimens. Margaret parlait d'êtres humains comme de spécimens de laboratoire. Fletcher ferma finalement le dernier volume et leva les yeux vers Margaret et William. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Mais ce qu'il dit ensuite révéla les limites morales même d'un homme confronté à l'évidence d'une horreur systématique. « Madame Harrington, dit-il lentement, ces documents sont extraordinairement imprudents. Je comprends que les pratiques qu'ils décrivent ne sont pas, techniquement, illégales dans notre État. La loi nous donne des droits absolus sur notre propriété humaine. Mais les décrire avec tant de détails, les documenter de manière aussi explicite, si ces registres tombaient entre de mauvaises mains, s'ils étaient lus par des abolitionnistes ou même simplement par des personnes de sensibilité délicate, vous suggérez que nous devrions détruire le travail de toute une vie ?» L'interrompit Margaret, sa voix devenant tranchante comme une lame. Ces documents représentent 40 années d'observation méticuleuse de données précieuses. Ils démontrent l'efficacité d'une méthode rationnelle appliquée à la gestion d'une ressource économique. Vous proposez que nous jetions cette connaissance au feu par simple lâcheté ? Fletcher secoua la tête, cherchant ses mots. Je ne parle pas de lâcheté, madame, mais de prudence. Les temps changent. Les discours abolitionnistes gagnent en influence, même si nous savons qu'ils sont fondés sur une sentimentalité irréaliste. Mais ces gens n'hésiteraient pas à utiliser de tels documents pour attaquer non seulement votre famille, mais l'institution entière de l'esclavage. Je vous recommande fortement de ne pas inclure ces registres dans l'inventaire officiel de la succession. Un long silence suivit. William semblait soulagé par cette suggestion, mais Margaret demeurait inflexible. « Ces registres resteront avec les documents familiaux », déclara-t-elle finalement. « Ils ne seront pas mentionnés dans l'inventaire public, je vous l'accorde. Mais ils seront conservés, sécurisés, transmis à mes fils comme partie intégrante de l'héritage Harrington. Un jour, quand les sensibilités ridicules de notre époque auront passé,
Quand la raison prévaudra à nouveau, ces documents seront reconnus pour ce qu'ils sont. La preuve d'une vision scientifique, appliquée avec succès. Fletcher n'insista pas davantage. Il était soulagé de ne pas avoir à inclure ces registres dans les documents officiels. Cela lui évitait un dilemme moral qu'il n'était pas préparé à affronter. Il termina son inventaire en listant les biens conventionnels. Terres, bâtiments, équipements. Et bien sûr, les 163 personnes que Edmund Harrington possédait au moment de sa mort. 163 êtres humains réduits à des lignes dans un document légal. Parmi eux, plus de 80 étaient nés du programme, institué par Edmund et perpétué par ses fils. Leurs noms apparaissaient dans l'inventaire officiel, mais pas leur véritable histoire. Pas la manière dont ils avaient été conçus. Pas l'identité de leur père biologique, pas les viols systématiques qui avaient présidé à leur naissance. Si cette histoire vous glace le sang, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Pensez-vous que de telles horreurs documentées ont vraiment existé? Votre engagement nous aide à continuer ce travail de mémoire. L'inventaire de Tobias Fletcher fut déposé au greffe du comté de Beaufort en octobre 1830. Il ne mentionnait rien d'inhabituel. La plantation Belmont fut divisée entre les 3 fils Harrington selon les termes du testament. Margaret conserva le droit d'habiter dans la grande demeure jusqu'à sa mort. Les registres secrets demeurèrent cachés, connus seulement de la famille. Mais le silence, aussi soigneusement organisé soit-il, a toujours des fissures. Et l'une de ces fissures portait le nom de Nathan. Nathan avait maintenant 33 ans. C'était l'homme à qui Joshua, sur son lit de mort, avait transmis la mémoire de Belmont. Nathan avait passé les années suivantes à observer, à mémoriser, à graver dans son esprit chaque détail qu'il pouvait glaner sur le fonctionnement véritable de la plantation. Il savait qu'il détenait une connaissance dangereuse, mais il savait aussi qu'un jour, peut-être, cette connaissance pourrait servir à quelque chose. En novembre 1830, un événement inattendu créa l'opportunité que Nathan attendait. Un homme blanc arriva à Belmont, un visiteur inhabituel. Il s'appelait Cornelius Bradford et il venait de Charleston avec une mission spécifique. Bradford était un jeune avocat de 38 ans, associé dans un cabinet juridique respectable de la ville. Mais contrairement à la plupart de ses confrères, Bradford entretenait des sympathies discrètes pour le mouvement abolitionniste naissant. Pas au point de le proclamer publiquement, ce qui aurait été un suicide social et professionnel dans la Caroline du Sud de 1830, mais suffisamment pour être attentif aux rumeurs d'abus particulièrement choquants. Et des rumeurs, il en avait entendu. Dans les cercles discrets de Charleston, où quelques âmes courageuses osaient questionner les aspects les plus brutaux de l'esclavage, le nom de Belmont était murmuré. On parlait d'une plantation où les enfants esclavisés présentaient des ressemblances troublantes avec leurs propriétaires. On évoquait des pratiques qui dépassaient même les normes cruelles habituelles du système. Bradford était venu officiellement pour une affaire juridique mineure concernant une parcelle de terre adjacente à Belmont, mais son véritable objectif était d'observer, de collecter des informations, peut-être de trouver des preuves qui pourraient être utilisées pour exposer ce qui se passait réellement dans cette plantation. Nathan le remarqua dès son arrivée. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont cet homme regardait les esclaves de Belmont. Pas avec l'indifférence habituelle ou la cruauté désinvolte de la plupart des Blancs, mais avec une attention particulière, presque compatissante. Nathan décida de prendre un risque énorme. Le deuxième soir de la visite de Bradford, alors que l'avocat se promenait seul dans les jardins après le dîner, Nathan s'approcha. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on ne l'entende à des mètres de distance. Ce qu'il s'apprêtait à faire pouvait lui valoir une mort horrible. « Monsieur », murmura Nathan en s'inclinant respectueusement, mais en maintenant le contact visuel, ce qui en soi était un acte de défi. « Pardonnez mon audace, mais je crois que vous cherchez des réponses sur cet endroit. » Bradford se raidit, surpris. Il jeta un regard rapide autour d'eux pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Comment sais-tu cela » demanda-t-il à voix basse. « Je vois des choses. J'entends des choses. Et je sais des choses que personne ne devrait savoir.
Des choses qui se passent ici depuis 40 années. Des choses qui sont écrites dans des registres que la famille garde cachés. Les yeux de Bradford s'élargirent. Des registres? Quels registres? Nathan prit une profonde inspiration. C'était le point de non-retour. Des registres qui documentent tout ce que Maître Edmond et ses fils ont fait. Toutes les femmes, tous les enfants. 40 années de... Il chercha ces mots. De ce qu'ils appellent leur programme. C'est écrit de la main de Madame Margaret elle-même. 7 carnets noirs cachés dans le bureau. Bradford resta silencieux un long moment, digérant cette information. « Si ce que tu dis est vrai, dit-il finalement, pourquoi me le révèles-tu? Tu dois savoir le danger que cela représente pour toi. Parce que Joshua me l'a demandé avant de mourir, répondit Nathan simplement. Il m'a dit que si jamais l'occasion se présentait de témoigner, je devais la saisir. Même si cela me coûtait la vie, parce que la vérité doit être connue. Parce que tous ces enfants qui portent le visage des Harrington méritent que quelqu'un dise ce qui leur a été fait. Bradford sentit un frisson le parcourir. Ici, devant lui, se tenait un homme qui risquait tout pour exposer une vérité que la société entière conspirait à cacher. « Je ne peux pas te promettre de protection, » dit-il honnêtement. Même si j'obtenais ces registres, même si je les rendais publics, les lois de cet État sont conçues pour protéger les propriétaires, pas les esclaves. Tu pourrais être puni simplement pour m'avoir parlé. Je sais, dit Nathan, mais certaines vérités valent plus que la sécurité. Et si ces registres pouvaient être exposés, si le monde pouvait voir ce qui est écrit noir sur blanc de la main même de ces démons, leur conversation fut interrompue par un bruit de pas. Nathan s'éloigna rapidement, reprenant l'attitude courbée et soumise de l'esclave obéissant. Bradford poursuivit sa promenade, mais son esprit bouillonnait de ce qu'il venait d'apprendre. Le lendemain, Bradford tenta d'approcher le sujet de manière détournée avec William Harrington. Pendant une discussion sur la gestion de la plantation, il mentionna avoir entendu dire que la famille Harrington avait développé des méthodes particulièrement efficaces pour maintenir une main-d'œuvre de qualité. William, sur ses gardes, répondit de manière évasive. « Nous appliquons simplement les principes de bonne gestion, maître Bradford, rien de plus. »« Bien sûr, » dit Bradford en souriant. « Mais il semble que vos résultats dépassent ceux de vos voisins. Les enfants nés ici présentent des caractéristiques remarquablement homogènes. » Comme si un programme systématique avait été appliqué. Le visage de William devint de pierre. « Je ne sais pas où vous avez entendu de telles spéculations, maître Bradford, mais je vous suggère de ne pas leur accorder de crédit. Les rumeurs malveillantes ne servent qu'à ternir la réputation de familles honorables. » Ce soir-là, après le départ de Bradford, William convoqua une réunion d'urgence avec sa mère et ses frères. Margaret écouta son récit avec une expression indéchiffrable. « Cet avocat pose trop de questions, » dit Edmund Jr. « Et s'il avait été approché par quelqu'un, un esclave qui aurait parlé ? » « Impossible, » répondit Thomas. « Aucun d'entre eux n'oserait. » Mais Margaret, plus perspicace, fronça les sourcils. « Au contraire, s'il y a une chose que j'ai apprise en 68 ans, c'est qu'on ne peut jamais sous-estimer la capacité des opprimés à trouver des moyens de résistance. Quelqu'un a parlé. La question est, qui et qu'ont-ils révélé exactement? Les jours suivants furent marqués par une tension palpable à Belmont. Les Harrington observaient attentivement leurs esclaves, cherchant des signes de comportement inhabituels. Nathan, conscient du danger, maintint une attitude irréprochable, mais il savait que le temps pressait. Bradford, de retour à Charleston, réfléchissait à sa prochaine action. Il avait des informations explosives, mais pas de preuves tangibles. Les registres dont Nathan avait parlé demeuraient hors de portée, cachés dans la grande demeure de Belmont, protégés par les lois et les conventions sociales qui faisaient des propriétés des planteurs des forteresses imprenables. Il décida de consulter discrètement quelques confrères en qui il avait confiance, des hommes qui partageaient ses sympathies abolitionnistes cachées.
L'un d'eux, Jeremiah Walsh, un avocat plus âgé qui avait voyagé dans le Nord et correspondu avec des abolitionnistes de Philadelphie, écouta son récit avec attention. « Cornelius, dit Walsh gravement, tu dois comprendre la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu tentes d'exposer les Harrington, tu ne t'attaqueras pas seulement à une famille, mais à l'institution entière de l'esclavage. Chaque planteur du Sud se sentira menacé. Les tribunaux, qui sont composés de propriétaires d'esclaves, ne te soutiendront pas. La société te rejettera. Tu pourrais être ruiné, voire pire. »« Alors nous ne faisons rien ?» demanda Bradford avec frustration. « Nous laissons cette horreur continuer, documentée noir sur blanc, simplement parce que la dénoncer serait socialement inconfortable. » Walsh soupira. « Je ne dis pas cela. Je dis simplement que tu dois être stratégique. Si tu veux vraiment exposer cette affaire, tu as besoin de preuves irréfutables. Ces registres dont l'esclave t'a parlé, si tu pouvais les obtenir, les faire circuler parmi les abolitionnistes du Nord, créer un scandale si grand que même la société sudiste ne pourrait l'ignorer. Mais comment obtenir ces registres? Je ne peux pas simplement entrer par effraction dans leur demeure. Non, admit Walsh, mais peut-être que quelqu'un d'autre le pourrait. Quelqu'un qui a déjà accès à la maison. Quelqu'un qui aurait tout à gagner à voir ces documents exposés. Bradford comprit immédiatement à qui Walsh faisait référence. Nathan. L'homme devrait voler les registres et trouver un moyen de les faire sortir de la plantation. C'était demander à un esclave de commettre un acte qui lui vaudrait certainement la mort s'il était découvert. Pouvait-il vraiment demander cela à quelqu'un? Pouvait-il mettre la vie d'un homme en danger pour servir ce qu'il considérait comme une cause juste? Ces questions le hantèrent pendant des semaines. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, les événements à Belmont prirent un tournant dramatique. En janvier 1831, une jeune femme nommée Sarah, 19 ans, disparut de Belmont. Elle était l'une des femmes qui avaient été sélectionnées pour la cabane isolée 6 mois auparavant et était enceinte de 4 mois. Un matin, elle n'était simplement plus là. Sa cabane était vide, ses maigres possessions abandonnées. William Harrington organisa immédiatement une battue. Des patrouilles de surveillance des esclaves fugueurs furent alertées dans tout le comté. Les lois de Caroline du Sud étaient impitoyables envers les esclaves en fuite. Si Sarah était capturée, elle serait fouettée publiquement, peut-être marquée au fer rouge et vendue loin de Belmont pour servir d'exemple. Mais ce que William et ses frères ignoraient, c'est que Sarah n'avait pas fui seule. Nathan l'avait aidée. Plus encore, il avait profité du chaos de sa disparition pour exécuter un plan désespéré. La nuit précédant la fuite de Sarah, Nathan s'était introduit dans la grande demeure. Il connaissait les habitudes de la famille, savait quand les couloirs seraient déserts. Il avait atteint le bureau d'Edmund et, les mains tremblantes, avait ouvert le grand coffre en acajou. Sous la fausse planche, exactement où il avait dit à Bradford qu'il serait, se trouvaient les 7 carnets reliés de cuir noir. Nathan les avait pris tous. Puis il avait aidé Sarah à s'échapper, lui donnant des instructions précises sur où se rendre, quelle route suivre pour éviter les patrouilles. Sarah devait atteindre Charleston et trouver un contact que Nathan lui avait indiqué. Un homme noir libre qui travaillait au port et qui avait des connexions avec le réseau clandestin aidant les esclaves fugitifs. Les registres étaient cachés dans un sac que Sarah portait, enveloppé dans un tissu imperméable. Si elle était capturée, elle devait détruire les carnets avant qu'ils ne tombent entre les mains des autorités. Mais si elle réussissait à atteindre Charleston, elle devait remettre le sac à cet homme, qui le transmettrait à Bradford. C'était un plan d'une audace folle, avec d'innombrables points où tout pouvait échouer. Mais Nathan savait que c'était peut-être la seule chance de faire connaître la vérité. Il était prêt à mourir pour cela. Sarah aussi. 3 jours après sa disparition, William découvrit que les registres avaient été volés. Sa réaction fut explosive. Il savait immédiatement ce que cela signifiait. Quelqu'un ne s'était pas simplement enfui. Quelqu'un avait délibérément ciblé les documents les plus incriminants de la famille. « Mère, dit-il à Margaret, son visage livide de rage et de peur, les carnets ont disparu, tous les 7.
Margaret, pour la première fois depuis que ses fils la connaissaient, sembla perdre sa composure. Son visage se vida de ses couleurs. Elle s'assit lourdement dans un fauteuil, une main pressée contre sa poitrine. « Qui ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Qui aurait osé ?» Une enquête interne féroce commença immédiatement. Chaque esclave de Belmont fut interrogé, souvent de manière brutale. Mais Nathan avait bien choisi ses confidents. Seules 3 personnes savaient ce qu'il avait fait, et toutes 3 gardèrent le silence même face aux menaces et aux coups. Pendant ce temps, Sarah progressait vers Charleston. Le voyage était épouvantable. Elle devait se déplacer uniquement la nuit, se cacher dans les marécages et les forêts pendant le jour. La faim la tenaillait. La peur était une présence constante. Mais elle continuait, tenant serré contre elle le sac contenant les carnets qui pouvaient détruire la famille Harrington. Le 7e jour, épuisée, affamée, Sarah atteignit les faubourgs de Charleston. Elle trouva le contact de Nathan, un homme nommé Isaac, qui travaillait comme docker. Isaac la cacha dans une cave sous sa petite maison et prit possession du sac. « Je vais le remettre à l'avocat, » promit-il. « Mais toi, tu dois partir d'ici. Les chasseurs d'esclaves vont bientôt arriver à Charleston. Je connais quelqu'un qui peut t'emmener vers le nord, vers des États plus sûrs. C'est dangereux, mais c'est ta seule chance. » Sarah acquiesça, trop épuisée pour parler. Cette nuit-là, elle fut emmenée à bord d'un navire marchand dont le capitaine, un Quaker avec des convictions abolitionnistes, acceptait parfois de transporter clandestinement des fugitifs vers Philadelphie. Isaac, tenant le sac de carnet, se rendit chez Cornelius Bradford. L'avocat ouvrit sa porte tard dans la soirée pour trouver un homme noir qu'il ne connaissait pas, tenant un paquet enveloppé. « Maître Bradford ?» dit Isaac à voix basse. « Un ami commun m'a dit de vous remettre ceci. Il m'a dit que vous comprendriez. » Bradford prit le paquet avec des mains tremblantes. Il le défit dans son bureau, à la lumière d'une lampe à huile. Quand il vit les 7 carnets reliés de cuir noir, quand il commença à lire les premières pages rédigées de la main soignée de Margaret Harrington, il comprit qu'il tenait entre ses mains quelque chose d'extraordinaire et de terrible. C'était là, noir sur blanc. 40 années de crimes documentés avec une précision bureaucratique. Les noms, les dates, les descriptions cliniques, les observations sur les résultats du programme, les évaluations de la qualité des enfants produits, les discussions sur les méthodes les plus efficaces pour maintenir le contrôle sur les femmes sélectionnées, les calculs sur la valeur marchande accrue de la production. Bradford lut toute la nuit. À l'aube, il avait terminé les 7 volumes. Il était assis dans son bureau, les yeux rouges, l'esprit tournant. Il savait qu'il tenait une preuve qui pourrait faire trembler les fondations de la société sudiste. Mais il savait aussi le danger que ces documents représentaient, pour lui et pour tous ceux qui avaient contribué à les obtenir. Il prit une décision. Il allait faire des copies des passages les plus incriminants et les envoyer discrètement à des contacts abolitionnistes dans le Nord. Mais il garderait les originaux en sécurité, car ils représentaient la seule preuve tangible de ce qui s'était passé à Belmont. Pendant les semaines suivantes, Bradford travailla en secret. Il copia méticuleusement des extraits des carnets, traduisit certains passages en anglais, plus accessibles pour les lecteurs du Nord, moins familiers avec le jargon des planteurs sudistes. Il prépara un dossier qui pourrait être publié dans les journaux abolitionnistes de Boston et Philadelphie. Mais les Harrington n'étaient pas restés inactifs. William avait engagé des détectives privés pour retrouver Sarah et les registres volés. Des récompenses importantes furent offertes pour toute information. Des pressions furent exercées sur les autorités locales pour intensifier les recherches. En mars 1831, les détectives tracèrent Sarah jusqu'à Charleston et découvrirent qu'elle avait été en contact avec Isaac. Isaac fut arrêté sous un prétexte fallacieux et interrogé brutalement. Sous la torture, car c'est bien de cela qu'il s'agissait même si les autorités utilisaient d'autres termes, Isaac finit par révéler qu'il avait remis les carnets à Bradford. William Harrington se rendit personnellement à Charleston avec ses frères. Ils convoquèrent une réunion avec les autorités judiciaires locales,
tous des hommes de leur classe sociale, tous des propriétaires d'esclaves, tous ayant intérêt à protéger le système. Maître Bradford est en possession de documents qui ont été volés dans notre propriété, déclara William au juge Samuel Pritchard. Nous exigeons qu'il nous soit restitué immédiatement. Pritchard, un homme de 56 ans qui possédait lui-même une petite plantation, hocha la tête avec sympathie. Naturellement, un vol est un vol, quelle que soit la nature des biens dérobés. Maître Bradford sera sommé de restituer ses documents. Mais Bradford avait été averti par Walsh que les Harrington le cherchaient. Quand les officiers de justice se présentèrent à son bureau, ils trouvèrent l'avocat absent et son coffre-fort vide. Bradford avait fui Charleston, emportant les carnets originaux avec lui. Il se dirigeait vers le nord, vers des États où l'esclavage était interdit, où il pourrait peut-être trouver protection, et où les documents pourraient être publiés sans qu'il risque l'arrestation. La nouvelle de cette fuite créa un scandale à Charleston. Les Harrington, furieux et désespérés, utilisèrent toute leur influence pour obtenir un mandat d'arrêt contre Bradford, l'accusant non seulement de vol, mais aussi de complicité dans la fuite d'un esclave. Ils firent pression sur les autorités de Caroline du Sud pour qu'elles demandent l'extradition de Bradford si on le trouvait dans un État du Nord. Mais ils étaient également conscients d'un danger plus grand. Si Bradford publiait les carnets, si leur contenu devenait public, les conséquences seraient catastrophiques. Pas nécessairement pour eux légalement, car les lois les protégeaient, mais socialement et économiquement. Même dans le Sud esclavagiste, il y avait des limites à ce que la société pouvait tolérer ouvertement. Les Harrington avaient franchi ces limites, et le savoir rendait vulnérable leur position de respectabilité. Margaret, comprenant mieux que ses fils la gravité de la situation, prit les choses en main. Elle réunit un groupe de familles influentes de la région, toutes ayant des secrets similaires à protéger, et orchestra une stratégie de défense préventive. Si ces documents sont publiés, expliqua-t-elle lors d'une réunion secrète dans la grande demeure de Belmont, ils ne menaceront pas seulement notre famille, ils menaceront chacun d'entre vous, car une fois qu'un précédent sera établi, une fois que le monde commencera à examiner de près ce qui se passe réellement dans nos plantations, aucun de nous ne sera à l'abri du regard scrutateur. Les hommes présents, tous des planteurs prospères, tous complices à divers degrés d'abus similaires, comprirent immédiatement. Un pacte silencieux fut formé ce soir-là. Ils utiliseraient collectivement leur influence, leur argent, leur connexion politique pour supprimer le scandale, avant qu'il ne puisse éclater publiquement. Des fonds furent rassemblés pour acheter le silence de journaux. Des pressions furent exercées sur les autorités postales pour intercepter toute correspondance suspecte venant du Nord. Des menaces voilées furent adressées à quiconque oserait discuter publiquement de l'affaire Harrington. Bradford, pendant ce temps, avait atteint Philadelphie. Il rencontra des leaders abolitionnistes qui furent horrifiés par ce qu'il leur montra. Des plans furent faits pour publier des extraits dans The Liberator, le journal abolitionniste de William Lloyd Garrison. Des sermons furent préparés, dénonçant les horreurs révélées par les carnets. Mais avant que la publication ne puisse avoir lieu, Bradford reçut une visite inquiétante. Deux hommes bien habillés, prétendant être des avocats de Boston, vinrent à son hôtel. Leur message était simple et terrifiant. « Maître Bradford, dit l'un d'eux, nous représentons des intérêts qui préféreraient que certains documents ne voient jamais la lumière du jour. Nous sommes prêts à vous offrir une somme considérable pour ces carnets et votre silence permanent. Si vous refusez, nous ne pouvons garantir votre sécurité, ni celle de votre famille restée en Caroline du Sud. » C'était une menace à peine voilée. Bradford comprit qu'il ne s'agissait plus simplement des Harrington, mais d'une conspiration bien plus large. Des hommes puissants du Nord, ayant des intérêts commerciaux liés au coton du Sud, ne voulaient pas voir le système esclavagiste exposé de manière aussi crue. Bradford se trouvait face à un choix impossible. Publier les documents et risquer sa vie ainsi que celle de sa famille, ou accepter le silence et permettre aux horreurs de Belmont de rester cachées.
La décision que prit Cornelius Bradford en ce matin d'avril 1831 reste l'un des aspects les plus troublants de cette histoire. Après 3 jours de réflexion torturée, il accepta l'argent. Les carnets originaux lui furent retirés par les mystérieux émissaires qui promirent qu'ils seraient sécurisés dans un endroit où ils ne causeraient plus de problèmes. Bradford utilisa l'argent pour s'établir dans le Massachusetts, où il vécut le reste de sa vie dans un relatif confort, mais hanté par sa décision. Il mourut en 1857, sans jamais avoir révélé publiquement ce qu'il avait vu dans les registres de Belmont. Mais il laissa derrière lui un témoignage écrit, déposé chez un notaire de Boston, avec instruction de ne pas l'ouvrir avant 50 ans après sa mort. Ce témoignage, redécouvert en 1907, confirmait l'existence des carnets et en décrivait le contenu en détail. Mais les carnets originaux eux-mêmes n'ont jamais été retrouvés. Ils avaient disparu, probablement détruits par ceux qui avaient tout intérêt à ce que leur contenu ne soit jamais révélé. À Belmont, la vie continua comme si rien ne s'était passé. Nathan ne fut jamais formellement accusé du vol des registres, car cela aurait nécessité d'admettre publiquement l'existence de ces documents. Mais il paya le prix de son audace d'une autre manière. 6 mois après la disparition des carnets, Nathan mourut dans ce que les registres officiels décrivirent comme un accident agricole. Les circonstances exactes de sa mort ne furent jamais éclaircies. Sarah, la jeune femme qui avait risqué sa vie pour transporter les carnets, atteignit effectivement Philadelphie. Elle y vécut libre jusqu'à sa mort, en 1868, juste après la fin de la guerre civile. Avant de mourir, elle raconta son histoire à des membres de la communauté noire libre de la ville. Son témoignage fut consigné par écrit et préservé dans les archives d'une église méthodiste africaine. C'est l'un des rares documents de première main confirmant ce qui s'était passé à Belmont. Margaret Harrington mourut en 1838, à l'âge de 76 ans. Jusqu'à la fin, elle maintint que ce qu'elle et sa famille avaient fait était moralement justifiable dans le cadre du système esclavagiste. Ses funérailles furent aussi grandioses que celles de son mari. Le pasteur la décrivit comme une femme de foi et de principe, pilier de la communauté. Edmund Jr., Thomas et William continuèrent à gérer Belmont jusqu'à la guerre civile. Quand les troupes de l'Union occupèrent la région en 1865, la plantation fut partiellement détruite. Les anciens esclaves libérés témoignèrent devant des officiers nordistes de ce qui s'était passé pendant des décennies. Mais à ce moment-là, tant d'horreurs similaires émergeaient de tout le sud que le cas de Belmont se perdit dans le déluge de révélations. Les 3 frères Harrington survécurent à la guerre mais perdirent leur fortune. Edmund Jr. mourut en 1870, ruiné et aigri. Thomas s'établit en Georgie, où il mourut en 1875. William, le dernier survivant, vécut jusqu'en 1882. Dans ces dernières années, affaibli par l'âge et la maladie, il fit venir un pasteur méthodiste et tenta une confession. Ce pasteur, révérend Amos Kettering, nota dans son journal personnel ce que William lui avait raconté. Cette entrée de journal, découverte dans les années 1920 lors du catalogage d'archives ecclésiastiques, fournit une confirmation supplémentaire de l'histoire de Belmont. Le vieil homme pleurait, écrivit Kettering, parlant d'un système qu'il appelait le programme de sa mère. Il décrivait comment, pendant 40 années, sa famille avait méthodiquement violé des femmes qu'il possédait comme esclaves, comment ils avaient traité des êtres humains comme du bétail, comment ils avaient documenté tout cela avec une précision scientifique. Il disait que les carnets avaient été volés, qu'ils avaient tout fait pour les récupérer et supprimer la vérité. Il me demandait si Dieu pouvait pardonner de telles choses. Je ne savais que lui répondre. La plantation Belmont elle-même tomba en ruine après la guerre. La grande demeure avec ses colonnes blanches fut abandonnée, puis partiellement détruite par un incendie en 1890. Le terrain fut divisé et vendu. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de ce qui fut autrefois l'une des plus prospères plantations de Caroline du Sud. Mais l'histoire de Belmont survit.
dans les témoignages écrits de Sarah, dans la confession de William, notée par le révérend Kettering, dans le document laissé par Bradford, dans les archives fragmentaires du comté de Beaufort, qui montrent des incohérences troublantes dans les registres de naissance des esclaves de la plantation entre 1789 et 1831. Des historiens modernes, compilant ces sources disparates, ont reconstitué ce qui s'est probablement passé à Belmont. Ils ont identifié au moins 87 enfants nés du programme institué par Edmund et Margaret Harrington et perpétué par leur fils. 87 vies conçues dans la violence, nées dans l'esclavage, portant dans leurs traits la preuve visible de ce qui leur avait été fait. Certains de ces enfants survécurent jusqu'à l'émancipation. Certains eurent eux-mêmes des descendants. Il existe aujourd'hui des familles afro-américaines en Caroline du Sud et ailleurs qui peuvent tracer leur lignée jusqu'à Belmont, qui portent dans leur ADN l'héritage biologique des Harrington, même si elles portent d'autres noms. Ce qui rend l'histoire de Belmont particulièrement glaçante n'est pas qu'elle soit unique. Le viol systématique des femmes esclavisées par leurs propriétaires était endémique dans le sud esclavagiste. Ce qui distingue Belmont, c'est la documentation. La manière dont Margaret Harrington a méticuleusement consigné chaque détail, transformant l'horreur en données, le crime en science, la violence en méthodologie. Les carnets eux-mêmes, s'ils existent encore quelque part cachés dans des archives privées ou détruits comme il est plus probable, représentent l'un des documents les plus choquants de l'histoire de l'esclavage américain. Ils révèlent non seulement la brutalité du système, mais aussi la manière dont des personnes ordinaires, se considérant comme civilisées et chrétiennes, pouvaient rationaliser et systématiser l'inhumanité la plus totale. L'histoire de Belmont nous force à confronter des vérités inconfortables sur la nature humaine, sur ce dont les gens sont capables quand un système leur donne un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains, sur comment les institutions religieuses, juridiques et sociales peuvent conspirer pour protéger les puissants et réduire les victimes au silence. Elle nous rappelle aussi le courage extraordinaire de personnes comme Nathan et Sarah, qui ont risqué et parfois perdu leur vie pour que la vérité soit connue. Leur résistance, même partiellement réussie, même largement oubliée pendant plus d'un siècle, témoigne de la capacité humaine à l'héroïsme face à l'oppression la plus totale. Aujourd'hui, si vous voyagez dans le comté de Beaufort en Caroline du Sud, vous pouvez trouver le terrain où se tenait autrefois Belmont. Il n'y a pas de marqueur historique, aucune plaque commémorative, juste des champs qui ont repris leur état naturel, des fondations envahies par la végétation, quelques pierres dispersées qui furent autrefois les colonnes blanches de la grande demeure. Mais si vous connaissez l'histoire, si vous avez lu les témoignages fragmentaires qui ont survécu, vous ne pouvez pas regarder cet endroit sans un frisson. Car c'est là, sur ce sol maintenant paisible, que pendant 40 années, une famille a transformé l'esclavage en quelque chose d'encore plus sinistre. Un laboratoire d'horreur, où des êtres humains étaient traités comme des spécimens dans une expérience, où la violence était méthodique et documentée, où la façade de respectabilité chrétienne cachait une réalité d'une cruauté calculée. Les registres de Belmont ont peut-être disparu, mais leur histoire survit comme un avertissement, un rappel de ce que les systèmes d'oppression permettent. Une illustration de comment des personnes ordinaires peuvent commettre l'extraordinaire mal quand la société, la loi et même la religion leur donnent permission et protection. Et peut-être quelque part, dans un coffre oublié, dans des archives privées non cataloguées, dans un grenier poussiéreux d'une vieille maison de Charleston ou de Boston, les 7 carnets reliés de cuir noir existent encore, attendant d'être redécouverts, attendant de témoigner encore une fois de ce qui s'est passé derrière les colonnes blanches de la plantation Belmont entre 1789 et 1831. Cette histoire vous a glacé? Croyez-vous que de tels registres ont vraiment existé? Que des familles entières ont pu participer à de telles horreurs pendant des décennies? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires enfouies de notre passé. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pensent que certaines vérités ne doivent jamais être oubliées
même quand elle nous dérange profondément.